Bonsoir, je suis Michel Cogent, le président de la Fondation MSF et je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette session des rencontres de la Fondation MSF et pour échanger ce soir sur une thématique tout à fait passionnante, une thématique pas si facile en réalité, pas vraiment binaire, mais en tout cas une thématique tout à fait essentielle qui est celle de la place accordée aux femmes dans la médecine humanitaire. Donc merci à tous d'être là, merci aussi de nous aider dans nos différentes activités et vous allez voir que l'année 2022, vos contributions généreuses ont été très utiles. La Fondation MSF est un lieu d'innovation. Ce n'est pas le seul lieu d'innovation de MSF qui pratique tous les jours sur le terrain une forme d'innovation pratique, mais c'est l'endroit où on prend le temps, quelque part, où on prend le recul nécessaire à partir d'informations qui nous remontent du terrain, de réfléchir pour mettre au point et développer des outils de prévention, des outils de diagnostic, des outils de soins qui vont nous permettre d'améliorer les pratiques médicales de terrain. Et ces pratiques médicales qui seront ensuite mises en place pour aider, pour porter assistance aux personnes vulnérables dans des endroits souvent dans des terrains assez difficiles. La Fondation, c'est un outil assez unique dans le paysage humanitaire. C'est un outil qui est au croisement de bien sûr l'action humanitaire, la médecine humanitaire, mais également des innovations technologiques et même d'une approche sociologique. Et l'idée est de développer des projets avec toujours en gardant en toile de fond qu'un projet est un succès lorsqu'il est bénéfique directement pour les patients. Il ne s'agit pas de développer des produits technologiques pour le plaisir de développer la technologie, mais simplement parce qu'il y aura une application très concrète pour les patients. La Fondation joue ce rôle d'innovation. La Fondation joue un rôle de catalyseur, en réalité, de savoir et d'énergie, de savoir dans le domaine médical, dans le domaine épidémiologique, dans le domaine technologique, dans le domaine sociologique. Et avec tout ça, on essaie de d'être force de progrès pour qu'il y ait cette action d'amélioration des pratiques médicales de terrain de façon très concrète sur les différents terrains d'intervention. C'est aussi, la Fondation est aussi un lieu de questionnement. Et on aime, et ça va être le cas ce soir, à être en questionnement sans cesse sur les façons de bien adresser les questions pour l'amélioration de la pratique médicale. Et notamment cette débat de ce soir qui va porter donc sur la place des femmes, eh bien c'est un questionnement fondamental qui est issu de plusieurs constats de terrain et de certains de nos projets aussi d'ailleurs. Je parlais tout à l'heure du programme 3D. Il se trouve que le programme 3D va migrer progressivement, pas migrer, mais va s'enrichir en réalité d'un volet rééducation sur la base de kinésithérapie, d'ergothérapie, de physiothérapie, mais aussi de rééducation très axée sur la santé des femmes et axée également sur la pédiatrie. Et puis cet aspect, bien sûr, d'action vers la population féminine est également totalement central dans le projet AI4CC que je mentionnais tout à l'heure et qui va être débattu. Voilà, c'est un survol, c'est trop court, mais en tout cas tous les projets dont j'ai parlé, c'est grâce à vous, donateurs ou futurs donateurs, et merci beaucoup pour cela. Merci aussi à Juliette Donadieu pour son accueil dans ce lieu d'histoire qui est aussi en fait un lieu d'innovation, non pas médicale bien entendu, mais d'innovation artistique et culturelle. Donc merci Juliette de nous donner accès à cet espace d'échange, à cet espace de rencontre et à cet espace festif même, puisque nous aurons tout à l'heure le plaisir de vous retrouver autour d'un cocktail à l'issue de la table ronde. Donc bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Peut-être, je vois qu'il y a beaucoup de monde en haut. Vous pouvez peut-être passer par ce côté-là, parce que à droite, il y a une caméra et il reste encore quelques places assises. Je vais faire très rapide pour vous dire, vous pouvez vous demander pourquoi vous êtes là dans un lieu qui est une salle de concert.
Et peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous dire aussi qu'on est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec le nouveau projet de la Gaîté Lyrique qu'on a ouvert il y a quelques mois, ici, au mois de mai, avec cette conviction assez, en tout cas très partagée, que fête et engagement vont ensemble. Que la création artistique et l'engagement social doivent être reliés. C'est le parti pris et le point de départ de notre réflexion avec les 5 partenaires qui sont en fait les partenaires fondateurs du nouveau projet que l'on mène à la Gaîté Lyrique avec à la fois des acteurs de la musique, donc l'association Artifarti, des médias, donc pour la première fois Arte qui rejoint un lieu culturel, et les associations Singa qui accompagnent des nouveaux arrivants et réfugiés, Make Sense, qui accompagne les entrepreneurs sociaux, et la maison d'édition Actes Sud. Donc c'est cette conviction qu'un lieu culturel doit avoir une responsabilité artistique, certes, mais aussi sociale et écologique. Donc c'est ce petit mot pour vous dire que j'espère que c'est un premier rendez-vous et qu'on vous invite. Vous allez pouvoir voir un autre aspect du lieu, mais on a à la fois des espaces de débat, de projection, des espaces de fête avec des concerts, des studios de podcast. Donc il y a une boîte à outils à s'emparer, à prendre, et c'est une invitation ouverte. Très belle soirée à vous. Bien, merci beaucoup Michel et Juliette. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Delphine Dilly et je ne suis pas de la famille MSF, mais j'ai depuis quelques semaines eu le plaisir de rencontrer nos intervenantes et de discuter avec elles donc du thème de ce soir. Il se trouve que le travail que je fais documentaire est relié beaucoup à la question des femmes. Je vais vous présenter donc les intervenantes de cette table ronde qui sont ici. Donc, à ma gauche, je ne perds pas mon sens de l'orientation, Isabelle, donc, qui est présidente, Isabelle de Fourny, qui est présidente d'MSF France. Bienvenue également, alors, c'était pas dans le bon ordre, mais je vais quand même te présenter. Clara Magone, qui est donc directrice générale. Voilà, vous voyez, excusez-moi. J'aurais pas dû changer mon ordre. Clara Nordon, pardonnez-moi, qui est directrice de la Fondation. Et Claire Magone, qui est à ses côtés, c'est vraiment trop proche, qui est la directrice générale d'MSF France. Marion Pécher, à ses côtés, qui nous parlera également tout à l'heure, qui est directrice d'études du CRASH, dont Michel vous a parlé précédemment, donc du Centre de réflexion sur les actions et savoirs humanitaires. Et Elisabeth Braga, kinésithérapeute et qui revient, elle nous en parlera tout à l'heure, du Nigeria. Voilà. Donc merci à toutes d'être là et je laisse la parole à Clara qui va nous expliquer pourquoi nous sommes là ce soir. Merci Delphine. Tu as le droit de te tromper. C'est ça. Merci à tous. Et c'est assez réjouissant de vous voir aussi nombreux ce soir. C'est vrai que c'est un public assez mélangé pour une fois. C'est plutôt chouette. On a des donateurs, on a des partenaires, des membres du conseil d'administration. Et on a aussi pas mal de collègues. Étant donné l'actualité, je voulais les remercier particulièrement de s'être déplacés ce soir. Et puis, je constate qu'on a un public un peu plus mixte que notre table ronde de ce soir. Donc, vous me direz que c'est pas très compliqué, mais c'est relevé, c'est noté. C'est une bonne chose. Voilà. Pour répondre à la question de pourquoi on est là, la genèse, ça part un peu du prisme de la Fondation et de l'expérience qu'on a eue sur les 2 derniers projets ces derniers mois, voire années, qu'on a initiés. Qui sont des projets dont les bénéficiaires sont exclusivement des femmes. Donc ce n'est pas une volonté à la base d'avoir une sélection genrée, mais il se trouve que nos bénéficiaires sur ces 2 projets sont exclusivement des femmes. Il s'agit du projet de AI for Sissi que Michel a rapidement abordé, donc de l'aide à la détection des lésions précancéreuses du col, et du programme de rééducation périnéale. Donc je vais en parler quelques minutes juste pour vous permettre à vous externes, mais aussi de rappeler en interne le jeu, l'articulation en fait entre MSF et la Fondation. Donc comment ces projets sont arrivés dans l'escarcelle de la Fondation. Pour le cancer du col,
une fois qu'MSF a décidé de prendre en charge, il y a quelques années au Malawi, ce cancer, il subsistait un doute sur la qualité du test de dépistage, qui est un test de dépistage visuel, qui est le seul test de dépistage aujourd'hui disponible dans les pays à ressources limitées. Donc il a le mérite d'exister, mais comme tous les tests visuels, il comporte une variabilité interopérateur, ça dépend de la personne qui le lit, et ça posait des problèmes de qualité, de contrôle qualité, de performance. Et la directrice médicale de l'époque, je pense que c'était en fin 2019, début 2020, interpelle la Fondation aussi parce qu'on avait eu l'expérience via Antibiogo de développer un test de diagnostic avec de l'IA. Il nous interpelle sur une étude qui venait d'être publiée par le National Cancer Institute américain qui vantait, ou en tout cas qui parlait du potentiel de l'IA dans l'analyse des images de col et qui permettait, voire même de doubler la performance de l'œil humain sur la détection de ces lésions précancéreuses. En tout cas, il nous a demandé de fouiller. Et c'est ce qu'on a fait. On a contacté les auteurs et quelques années, non, 1 an et demi, 2 ans plus tard, on a rejoint le consortium, donc évidemment avec le soutien et l'entrain même de l'équipe du Malawi, qui pensait que c'était véritablement important. On a rejoint un consortium mené par le NCI pour pouvoir faire partie de cette étude clinique qui va aider à valider cliniquement, puis démocratiser cet outil de test diagnostic un peu plus performant et d'arriver à détecter des femmes de manière plus nombreuse, plus précoce, plus précisément. Au-delà de l'aspect très R&D et d'organisation de toutes ces parties qu'on fait à la Fondation, on s'est posé des questions un peu plus générales aussi, tout simplement sur le cancer du col. Le cancer du col, c'est 340 000 femmes qui en décèdent chaque année encore. Et puis c'est un cancer qui a une particularité d'avoir quand même de nombreux outils. C'est un cancer sur lequel le monde, ou en tout cas une partie du monde, a accès à la vaccination HPV, à la PCR, à la détection visuelle, au traitement des lésions précancéreuses, à la chirurgie, à la radio, à la chimio. Donc en fait, comment se fait-il que 90% des décès de cette maladie se passent dans les pays à ressources limitées? Donc ça nous a interpellés, évidemment. Et c'est des décès qu'on peut considérer comme étant gravement évitables. Donc ça, c'est pour la partie cancer du col et les questions qui sont venues nous heurter un peu à la Fondation. Sur le deuxième projet, c'est le projet de rééducation périnéale qu'on est tout juste en train de lancer. Et là, c'est le rôle de la Fondation. 2016-2017 accompagne l'association pour introduire des nouvelles pratiques dans la rééducation. Donc Michel a parlé de la 3D. Au départ, on était allé sur les membres supérieurs. Et puis avec toute cette technologie, on est allé aussi sur les masques compressifs, les grands brûlés. Et puis on s'est retrouvé à encadrer, donner pas mal de conseils sur des prises en charge assez spécifiques. Et fort de cette réussite, de cette collaboration avec MSF, on s'est posé l'année dernière avec le département médical et les OP. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait inclure d'autres? Comment la Fondation pourrait nous aider à inclure encore une autre spécialité de rééducation au sein de nos projets? Quand on introduit une nouvelle pratique, c'est quand même assez chronophage. Il faut trouver les bons référents, il faut calibrer les formations, contexte par contexte. Donc c'est des choses qui demandent beaucoup de temps et c'est des choses que nous, on peut prendre. On a ce temps-là, on a cette temporalité à la Fondation. Et donc, on a fait quelque chose d'assez original, c'est qu'on a envoyé un questionnaire directement au terrain en leur demandant quelle est, selon vous, la spécialité de rééducation la plus utile et qui n'existe pas sur vos terrains. Et pas contre toute attente, mais on a été quand même un peu surpris. La chose qui a été la plus plébiscitée par les terrains, c'était, et de très loin, c'était la rééducation périnéale. Donc nous, on s'attendait, on a un peu prévu le coup, kiné respiratoire, rééducation neuropédiatrique. Et puis en fait, on a vu quoi sur la kiné et la rééducation périnéale. On s'est dit, on s'est retrouvé un peu bête, quoi. Parce qu'effectivement, avec le nombre d'accouchements que prend en charge MSF, des accouchements très compliqués, avec le nombre de violences sexuelles, ça paraît tout à fait évident. Il faut qu'on ouvre les yeux. La question qu'on s'est posée, c'est mais comment plutôt tout
Pourquoi on n'a pas ouvert les yeux plus tôt, alors que MSF envoie des rééducateurs et fait de la kiné depuis à peu près le début d'MSF. Je crois que les premiers expats qui sont partis, c'était Nicaragua, guérilla du Nicaragua en 1980. Après, c'était un peu sporadique, mais ça s'est globalement généralisé autour de la chirurgie de guerre, la traumato, donc le soin assez visible de rééducation post-chirurgie orthopédique. Je schématise un peu, mais ça reste quand même ça, quoi. Et donc de ces questions, pourquoi si tard, pourquoi autant de disparités, et ben ces questions-là au sein de la Fondation, elles sont venues se heurter, pas se heurter, mais rencontrer un questionnement plus large qui est le questionnement de la société d'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit. Parce qu'en se renseignant un peu, on a vu qu'il y avait d'innombrables rapports avec une fréquence qui s'accélère depuis 2020, que ce soit l'OMS, la Haute Autorité de Santé, des commissions sénatoriales, la Commission européenne, et tous ces rapports pointent vraiment la nécessité d'inclure l'étude du genre et du sexe pour améliorer la prise en charge des femmes. Donc c'est un questionnement très actuel. Et puis d'autre part est venu rencontrer des questionnements d'MSF, les questionnements sur ses propres opérations, parce que faut-il le rappeler, MSF n'a pas attendu cette table ronde pour s'investir sur la question des femmes et sur la recherche active de dispositifs de mise en place pour aider à l'amélioration de la prise en charge. Et je pense que le fait d'avoir l'opportunité de cette rencontre et de cet événement, ça nous permettait aussi d'en discuter autrement, d'essayer de sortir d'un certain jargon, de se reposer des questions et d'en discuter assez ouvertement. Donc je vais ménager vos attentes. On ne va pas répondre d'ici 1 heure à cette question-là qui est posée là. J'en doute en tout cas. Mais j'ai bon espoir que les témoignages, les réflexions croisées de tous les panélistes vont nous permettre de mettre en lumière en fait ce qui a influencé ou ce qui influence encore nos pratiques, nous en tant qu'organisation médicale humanitaire, et comprendre ce qui déclenche ces prises de conscience à travers des différents exemples. Et puis, je pense qu'il sera aussi utile de rappeler à vous et à nous-mêmes les contextes dans lesquels on opère et les contraintes très fortes qui sont les nôtres et dans lesquelles viennent se heurter parfois ces prises de conscience. Parce qu'on est dans un système avec une compétition de priorité qui est quand même très forte et une compétition des urgences. Et je crois que ce week-end nous l'a à nouveau rappelé. Donc voilà, ça avait été des semaines assez passionnantes à préparer. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer toutes ces discussions et j'espère que vous en aurez autant que moi à écouter cette table ronde ce soir. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup, Clara. C'est vrai que la question s'est posée de plusieurs façons. Alors, la question qui est là-haut, c'est la médecine humanitaire se soucie-t-elle assez des femmes ? Mais on avait aussi cette grande question, et je me permets de m'adresser à Isabelle en tant que présidente, même si c'est une grande question un peu choc, mais est-ce que les femmes sont-elles les oubliées, voilà, les grandes oubliées de la santé, et qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Bonsoir à toutes et tous, tout d'abord. Mais de fait, c'est une grande question et c'est pas si simple d'y répondre. Mais pour tenter de répondre à cette question, je vais revenir en 2004, qui est une année qui, à mon sens, marque à MSF un tournant dans les soins spécifiques aux femmes. En mai 2004, dans un journal interne de Médecins sans frontières, le président de l'époque, Jean-Hervé Bradel, part d'un constat. Il dit « Nous assumons mal notre responsabilité médicale envers toute une catégorie de patients, les femmes. Concrètement, certains soins préventifs et curatifs spécifiques aux femmes sont trop rarement disponibles dans nos missions, alors que la demande est forte. Les soins nécessaires à la prise en charge d'une femme violée sont un bon exemple d'une relative pénurie au relent discriminatoire. Il nous faut nous donner les moyens d'accroître les soins offerts aux femmes. » Alors les intentions sont posées clairement en 2004. Bon, on peut déjà noter que 2004, c'est pas particulièrement tôt pour une organisation qui est née en 71. Mais alors,
Comment expliquer ce constat qui est fait à ce moment de soins aux femmes trop rarement disponibles? Alors, un des points, une explication peut être notre culture d'urgence. En effet, on est face à une concurrence d'activités et de besoins importants qui nous demandent d'opérer des choix. Et dans les choix qui sont opérés, les soins spécifiques aux femmes sont rarement prioritaires, à l'exception de la césarienne ou d'autres interventions chirurgicales d'urgence. En effet, dans les situations d'urgence que l'on rencontre, les enfants sont souvent une priorité, mortalité très élevée, atteinte de malnutrition, et puis aussi cette victime innocente des conflits. Alors une autre catégorie de patients prioritaires, mais sont les personnes qui sont atteintes de blessures visibles, donc les blessés de guerre, et puis les épidémies qui adressent beaucoup les enfants, mais toutes les catégories. Donc les femmes se retrouvent souvent la dernière roue du carrosse. Par exemple, une de mes dernières missions sur le terrain, ça date au Burundi au début des années 2000. On travaille dans tout l'hôpital, on soutient tous les services de l'hôpital, sauf la maternité. On faisait uniquement des césariennes. Alors un autre aspect, c'est que les femmes ont longtemps été oubliées des conflits, alors que les violences sexuelles à leur égard sont extrêmement fréquentes. La femme violée, elle est oubliée pour différentes raisons. On n'y pense pas nécessairement en premier, il n'y a pas de blessure visible, et puis très souvent, elle n'en parle pas. Le stigma est très fort sur ces questions. Et je tenais aussi à rappeler qu'il y a évidemment, il y a aussi des garçons et des hommes qui sont victimes de violences sexuelles, et dans nos activités, c'est environ 3 à 8% des patients. Alors, je réfléchissais aussi à pourquoi ce tournant, en tout cas cette façon d'énoncer cette priorité que seraient les soins des femmes à MSF, pourquoi ce tournant en 2004? Pour plusieurs raisons. Deux conflits, le Rwanda et la guerre en Bosnie-Herzégovine, en ex-Yougoslavie, ont mis un coup de projecteur sur les violences sexuelles. Le tribunal pénal international pour le Rwanda, il a prononcé pour la première fois des condamnations de viol en tant qu'arme de génocide, et le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, il a poursuivi de façon inédite des auteurs de crimes sexuels. Une seconde raison est l'existence de protocoles médicaux à MSF qu'on n'avait pas nécessairement avant, comme par exemple l'utilisation des antirétroviraux pour réduire le risque de contracter le VIH en cas de viol, ou la pilule du lendemain. Et enfin, une troisième raison est sans doute l'existence de projets pilotes, de nouveaux projets, comme le projet de Congo-Brazzaville en 1998, dont Claire nous parlera, je pense, où on a pris en charge beaucoup de femmes victimes de violences sexuelles. Alors, 20 ans après, aujourd'hui, que peut-on dire des soins spécifiques aux femmes dans nos projets? Alors, quelques chiffres pour commencer. J'ai repris des données entre 2007 et 2022. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que les activités ont triplé. Par exemple, en 2007, c'était 100 000 accouchements. Là, on fait 2022, 300 000 accouchements. La prise en charge des violences sexuelles, c'est aussi... on est passé de 12 700 à 40 000, c'est aussi plus ou moins x3. C'est en augmentation en nombre absolu, ça c'est certain. Mais il faut dire que les autres activités d'MSF, la pédiatrie, la chirurgie, les hospitalisations en général, ont connu aussi des augmentations plus ou moins similaires. Quasiment toutes les activités ont été multipliées par 3. En termes d'hospitalisation en 2022, dans le mouvement de Médecins sans frontières, 1,2 million d'hospitalisations sont effectuées, dont 60% pour des enfants de moins de 5 ans, pédiatrie et malnutrition, donc ça reste la priorité. Et sur le reste des hospitalisations, les plus de 5 ans, 75% seront des femmes qui seront hospitalisées, mais en très 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 grande majorité au moment de l'accouchement ou pour des soins post-avortement. Alors un autre point, c'est qu'aujourd'hui notre offre de soins est un peu plus large qu'au tout début des années 2000.
Par exemple, la contraception, il y avait pas de, j'ai pas vu de données sur le début des années 2000, mais ici, en 2022, c'est 660 000 consultations de contraception qui ont été faites, ce qui est 660 000 consultations où chaque femme reçoit sans doute environ 3 mois de contraception. Donc c'est pas énorme, ça doit représenter environ 150 000 femmes qui sont protégées pendant un an. Alors que, c'est pour vous donner des ordres de grandeur, alors que chaque année, 16 millions de consultations sont faites à MSF. L'avortement sécurisé, l'accès à l'avortement sécurisé, ça c'est une activité qui a énormément augmenté. 2000 répertoriés en 2007, ou même en 2013, pardon, 2300 avortements faits par des équipes MSF en 2013 et 45 000 cette année. Mais à nouveau, l'avortement sécurisé est certes en augmentation, mais présent à peine dans un 5e de nos projets. C'est une offre de soins qui existe à peine dans 20% de nos projets. Alors, les femmes sont-elles oubliées? Donc l'essentiel, aujourd'hui MSF, l'essentiel des soins destinés aux femmes est l'accouchement, ce qui se comprend, vu ce moment quand même de forte vulnérabilité avec une mortalité qui peut être élevé dans les pays dans lesquels on travaille, 50 à 100 fois plus. Quand on regarde les hospitalisations d'enfants de moins de 5 ans, on voit que 44% des enfants hospitalisés sont des filles. On peut, dans certains de nos programmes de prise en charge de la malnutrition, le pourcentage des filles est aussi un peu plus bas. Alors, qu'en tirer, c'est pas si simple. Soit on se dit que les filles, finalement, sont bien prises en charge à la maison, qu'elles tombent moins facilement dans la malnutrition, ou au contraire, on se dit qu'elles sont moins vite amenées dans les centres nutritionnels. Donc, moins de filles hospitalisées chez les petits. Chez les femmes, chez les plus de 15 ans, dans les hospitalisations de plus de 15 ans, en dehors de l'obstétrique, on a 60% de femmes. Et là aussi, est-ce lié à un meilleur accès aux soins des femmes ou, au contraire, pense-t-on que, où fait-on face finalement à une population qui est en moins bonne santé? Il faut se rappeler, par exemple, que les femmes sont beaucoup plus vulnérables au VIH que les hommes. Elles ont un risque d'infection 2 à 3 fois supérieur. Alors, un autre point, j'arrête avec mes chiffres là. Un autre point que je voulais aborder, donc pour réfléchir à cette question, sont-elles oubliées ou pas, il faut avoir en tête que les questions autour des soins aux femmes se posent de façon très différente d'un pays à un autre, en termes d'accès, en termes de soins disponibles ou non disponibles, et en termes de moments de vulnérabilité. Pour parler des questions d'accès aux soins, à mon avis, elles restent souvent très compliquées pour les femmes. Donc l'accès aux soins, c'est quoi? C'est des facteurs géographiques, la distance, des déplacements qui peuvent être dangereux. Bon, ça, c'est assez valable pour les hommes et les femmes. C'est lié aussi à des facteurs économiques. Et on sait que les femmes sont en moyenne plus pauvres que les hommes. Et c'est lié à différents... C'est lié par exemple au fait que les lois sur l'héritage sont différentes, qu'elles ont peu de biens leur appartenant. Des femmes isolées avec enfants ou des femmes âgées seules sont des personnes en très très grande difficulté économique. Mais les questions d'accès aux soins sont aussi liées à des normes sociales qui sont aussi liées des normes sociales. Un des grands exemples, c'est l'Afghanistan, qui est un des endroits les plus dangereux au monde pour accoucher. La mortalité reste extrêmement élevée et qui est très représentatif, évidemment, d'un endroit où les libertés des femmes sont entravées et où la femme doit avoir un tuteur, quelqu'un qui l'accompagne pour se rendre dans un centre de santé. Et on imagine bien que cela réduit donc ses possibilités d'accéder à des soins. La réalité, c'est que c'est pas un facteur ou l'autre, c'est que c'est une somme de facteurs, quoi. En Afghanistan, on voit bien la norme sociale, mais une population aussi extrêmement pauvre avec une crise économique et probablement aussi dans certaines zones des difficultés géographiques. Alors, un autre point sont les moments de vulnérabilité particuliers pour les femmes, comme les situations de violence. J'étais au mois de juillet en Haïti.
un endroit extrêmement difficile pour travailler, avec des équipes qui ont développé des équipes MSC, différents projets de santé. Mais le principal projet de santé que l'on a, c'est la prise en charge des blessés de guerre, avec une très grosse activité chirurgicale. On travaille à Cité-Soleil, qui est une zone tenue par des gangs où les violences sexuelles sont extrêmement présentes, et on n'a pas encore développé cette activité. Ça n'a pas été pensé ou vu comme une priorité. Pour parler de contextes différents, mais par exemple l'Ukraine, où on a travaillé, évidemment, c'est pas du tout une situation d'accès aux soins similaire à celle de l'Afghanistan. Mais là aussi, moment de vulnérabilité particulier, les violences sexuelles en augmentation, et d'ailleurs pas nécessairement par les troupes russes, mais par aussi le retour des combattants à la maison. Un autre point dont je voudrais parler, c'est évidemment ce moment dangereux qu'est l'accouchement. Et je voulais prendre l'exemple d'une grande maternité au Nigeria, à Jaun, dont tu reviens, qui est une maternité dans laquelle chaque année on reçoit environ 10 000 femmes, donc très grosse activité, et dont 50% de ces femmes arrivent avec des complications très sévères, quoi. Des complications, ça peut être des anémies sévères, cette maladie typique particulière à la grossesse qui est l'éclampsie, ou des accouchements avec un enfant enclavé. Donc elles arrivent dans des états très difficiles. Et là, nos équipes ont travaillé. Et sur ce point-là, je pense qu'il y a que des progrès ont été faits. Elles ont travaillé pour réussir à prendre en charge ces problématiques obstétricales et médicales très sévères en mettant en place un plateau technique, des soins intensifs. On travaille avec plusieurs disciplines médicales, donc pas uniquement des obstétriciens. On a des réanimateurs, par exemple. Donc là, on est dans un setup où on a mis en place un niveau médical assez élevé de prise en charge avec cet objectif de réduire évidemment la mortalité de ces dames qui se présentent à nous. Mais dans ce programme qui existe depuis 15 ans, par exemple, la prise en charge de la douleur au moment de l'accouchement est très peu faite. On peut s'interroger pour quelles raisons. Il y a des raisons valables, d'autres parfois un peu moins. À la sortie de l'hôpital, on offre très peu de contraception. On travaille très peu en amont sur les questions de prévention, sur l'anémie, sur la prophylaxie du paludisme. Évidemment, c'est la conséquence de choix, parce que c'est un volume énorme. On ne peut pas tout faire, mais voilà, c'est pour vous décrire l'état du projet. Donc, je vais essayer de conclure. C'est pas facile de conclure. Il y a un travail indéniable qui a été fait ces 20 dernières années pour améliorer la qualité des soins. Il est possible il est probable que les femmes meurent moins dans nos structures hospitalières. On a réussi à étendre l'accès aux soins, notamment l'accès à l'avortement sécurisé dans certains pays. On a commencé des activités dont Marion nous parlera, de prise en charge du cancer de col de l'utérus récemment. Mais malgré tout, il me semble que l'on a une étape à passer. Notre offre de soins, elle est encore trop limitée à ce moment qui est l'accouchement, alors que l'on voit dans nos activités en général des millions de femmes, que ce soit dans des consultations, quand elles accompagnent leur enfant, et on sait que leur accès aux soins est extrêmement réduit. Donc, plusieurs pistes que l'on discute. Par exemple, chaque année, ces dernières années, à Médecins sans frontières, je vous le disais, 600 000 enfants sont hospitalisés. C'est énorme, 600 000 enfants égale 600 000 mères qui sont présentes avec eux à l'hôpital. Donc saisir l'opportunité à cette occasion de dédier une consultation plus holistique consacrée aux problèmes de santé des femmes, incluant la prise en charge des violences sexuelles, et quelque chose serait une possibilité intéressante et commence dans l'un ou l'autre projet. De la même façon, repenser les consultations prénatales, où l'angle de la consultation prénatale
et la femme enceinte, mais l'enfant, le devenir de l'enfant, revoir cette consultation prénatale en pouvant prendre de façon plus large la santé de la femme. Peut-être aussi regarder ce qui se passe dans la prise en charge des maladies chroniques. On a des cohortes de patients diabétiques, hypertendus, où finalement aujourd'hui on ne sait pas s'il y a des questions d'accès particulier pour les femmes. Et voilà. Le dernier point, c'est la question de la recherche clinique. Alors, on a réfléchi on a commencé une réflexion sur la recherche clinique. Les femmes sont-elles oubliées de la recherche clinique? On en parle ici en Europe. On sait que pendant des années, elles ont été sous-représentées dans la recherche par crainte d'effets tératogènes sur le fœtus et les états enceintes, ou parce que les variations hormonales chez la femme nécessiteraient d'avoir des très grands échantillons, avec comme conséquence possible de cette sous-représentation des femmes dans la recherche, comme conséquence possible des traitements qui auraient des efficacités différentes pour les hommes et pour les femmes, ou des effets secondaires plus importants pour les femmes. Alors, la conséquence de cela pour nos patientes, le rôle que MSF pourrait jouer reste des questions ouvertes. Par exemple, la médecine du genre est une nouvelle discipline, mais qu'on connaît peu à MSF. Mais il y a quand même un point particulier, un exemple particulier que je voulais citer avant de terminer. C'est celui de la vaccination dans les épidémies. Les femmes enceintes allaitantes, elles se voient souvent refuser la possibilité d'être vaccinées lors d'épidémies, parce qu'elles ne font pas partie, parce que les vaccins n'ont pas été étudiés sur elles. Pour quelles raisons? Mais parce que pour toute une série d'épidémies, ce sont des vaccins vivants à virus vivants qui sont utilisés, et donc il y a une crainte que ce virus se transmette à l'enfant à travers le placenta. Et donc, on se retrouve dans des situations où, par exemple, lors de la dernière flambée d'Ebola en RDC, les femmes enceintes, elles ont été initialement exclues du vaccin, qui était à une phase expérimentale. Voilà, ça c'est quand même un gros sujet. Ils sont assez nombreux, ces vaccins-là. Et juste un dernier point. MSF, les équipes de Médecins sans frontières ont participé activement aux études et au développement d'un vaccin contre l'hépatite E, qui est une maladie qui est particulièrement fatale pour les femmes enceintes. Donc on sait, ce vaccin a été développé, c'est une bonne chose. On s'est associé à d'autres pour qu'il voit le jour. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. En tout cas, il faut déjà qu'on se rende compte de quelque chose, d'un problème. Et je voulais donc me tourner vers toi, Claire, en termes de prise de conscience. Est-ce que toi, tu peux nous raconter comment cette prise de conscience en 99 au Congo a commencé, et ensuite, qu'est-ce qui en a découlé, en fait? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut mieux améliorer la prise en charge? Il faut d'abord qu'on se rende compte, qu'on le comprenne, et ensuite, on peut passer à l'action. Merci Delphine et bonsoir à toutes et à tous. Je vais en effet rebondir sur pas mal des points que Isabelle a mentionnés. Et pour aider un peu à visualiser la façon dont on prend en charge les victimes de violences sexuelles, et finalement la façon dont on soigne, en fait, dont on a fait des violences sexuelles un soin à part entière, et aussi peut-être un peu pour éclairer certaines des questions qui se posent aujourd'hui sur les meilleures façons, les façons d'améliorer, de faire mieux, de faire plus ou de faire différemment sur ces questions-là. Je vais en effet faire ce petit détour par le Congo-Brazzaville. Et j'en profite pour dire que, puisque ça ne relève pas de l'expérience personnelle, pour saluer ici les travaux du Crash, en fait, à partir desquels, qui fournissent des points d'appui, en fait, pour pouvoir finalement raconter l'histoire des MSF, faire le récit de certaines de ces expériences. Et en l'occurrence, je pense à un cahier du Crash qui, je me tourne vers toi, mais est disponible à qui le demanderait, n'est-ce pas, qui s'appelle
Congo-Brazzaville, une guerre entre les civils, et qui raconte la guerre du Congo-Brazzaville et entre autres cette question de la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles. Médecins sans frontières est né en 1971 et en effet, ce n'est qu'à partir de 1999 que s'est formée rapidement, mais pas immédiatement non plus, une prise en charge spécifique pour les femmes violées. Cette prise en charge, en quoi consiste-t-elle? En quoi consiste-t-elle? Concrètement, en quelques années, elle s'est stabilisée, je dirais, puisque finalement, assez rapidement, dans les années 2000, s'est construit un paquet de soins qu'on fournit aux femmes victimes de violences sexuelles et qui est encore aujourd'hui le même, qui n'a pas tellement bougé. De quoi on parle? Dans ce paquet de soins, on trouve d'abord de quoi traiter les blessures physiques des femmes violées quand les violences sexuelles ont été assorties de violences physiques, ce qui n'est pas toujours le cas. On trouve aussi la vaccination contre le tétanos et l'hépatite B. Les médicaments qui peuvent prévenir la transmission, prévenir les infections sexuellement transmissibles, et Isabelle a mentionné, dont l'infection à VIH, avec la prophylaxie post-exposition, qui consiste en un traitement après le viol de 28 jours sous ARD, qui permettent de prévenir la transmission, à condition, et c'est un point important, de pouvoir y accéder le plus rapidement possible, en l'occurrence dans les 72 heures qui ont suivi le viol. Dans ce paquet de soins qu'on fournit, il y a aussi la contraception d'urgence et, si la femme le souhaite, l'interruption de grossesse. On fournit aussi des soins psychologiques et assez peu, au bout de certains d'entre nous, des soins, une prise en charge sociale, mais voilà, il y a aussi donc une prise en charge psychologique et sociale pour les femmes qui en ont besoin. Et enfin, dans ce bouquet de soins, on fournit aussi des certificats médico-légaux qui permettent aux femmes qui le souhaitent de pouvoir faire valoir leurs droits, de pouvoir déposer plainte, pas forcément immédiatement, ce qui est vraiment possible dans les contextes extrêmement déstructurés dans lesquels on intervient, mais peut-être plus tard. Et il y a d'ailleurs des pays comme au Kenya où elles utilisent ces certificats médico-légaux. Voilà comment notre offre de soins s'est stabilisée. Mais pourquoi c'est intéressant de passer par le détour du Congo-Brazzaville? C'est que finalement, ce n'était pas, et tu l'as mentionné aussi Isabelle, tu as parlé de la Bosnie et du Rwanda, le Congo-Brazzaville, ce n'était pas le premier conflit, la première grande crise dans laquelle les équipes MSF étaient plongées dans des violences de masse, des violences d'ampleur, de grande ampleur, assorties de violences sexuelles. La Bosnie, le Rwanda, et c'était des conflits et la prévalence des violences sexuelles qui avait fait l'objet d'un traitement médiatique et judiciaire. Mais finalement, les équipes d'MSF n'y avaient pas été confrontées directement. Qu'est-ce qui a fait la différence au Congo-Brazzaville? C'est qu'elles n'ont pas eu d'autre choix que d'y être confrontées par le récit des femmes, en fait. Les femmes qui étaient... à l'instar d'ailleurs de toute la population civile qui était restée coincée dans la forêt, dans la région qu'on appelle la région du Poul au Congo-Brazzaville, qui, en fuyant les combats à la fin des années 80, à partir de la mi-99, sont arrivés aux équipes, sont arrivés à Brazzaville. Alors d'abord dans des états très graves, et ça fait le point avec ce que tu disais Isabelle sur le fait, et toi aussi Clara, sur les questions de compétition de priorité. Il y avait beaucoup d'enfants mal nourris, il y avait beaucoup de femmes mal nourries aussi. Et ces femmes, en arrivant, elles parlaient de façon très libre à tout le monde, donc aux équipes Médecins sans frontières, mais pas que, à toutes les autres ONG qui les prenaient en charge, et notamment, un point important aussi, aux sœurs, à des sœurs de mission catholique qui s'occupaient d'elles, et elles parlaient assez librement des viols systématiques dont elles avaient été victimes par les milices gouvernementales et les soldats gouvernementaux.
Et donc, cette réalité qu'on ne voyait pas ou à laquelle on n'était pas confronté en direct, elle s'est imposée aux équipes à partir du Congo-Brazzaville. Et ça, je pense que c'est un élément d'accélération, forcément. Enfin, c'est forcément un élément d'accélération. La deuxième chose qui est intéressante aussi de prendre en compte autour de cet événement-là, et pareil, tu l'as aussi mentionné, Isabelle, c'est finalement le fait que à une question qui était peut-être plutôt traitée comme une question de droit, je ne vais pas dire de droit de l'homme, mais de droit humain jusqu'à présent, c'est imposé progressivement le fait que c'était aussi une urgence, en fait, une urgence médicale, que la prise en charge des violences sexuelles relevait de l'urgence médicale. Et effectivement, la découverte à ce moment-là, qui était relativement récente, en fait, de la prophylaxie post-exposition au VIH comme moyen de prévenir une infection à VIH et donc de prévenir la mort, dans un contexte comme le Congo-Brazzaville où la prévalence était relativement élevée, sans doute, c'est pas l'élément déterminant, mais à jouer aussi dans l'accélération d'une volonté, surtout d'une possibilité de faire, en fait. Et il y a un troisième élément que je voulais aussi souligner, et qui me semble vraiment important aussi, ça a l'air tout bête de dire comme ça, mais c'est les gens, en fait. C'est la place qu'ont eu certaines personnes au sein de MSF pour favoriser cette prise de conscience, pour l'accélérer, pour insister dans cette compétition de priorité, pour faire en sorte que ces projets qui se sont finalement sont devenus de plus en plus partie intégrante des projets MSF, en tout cas partie intégrante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas, on ne prend pas en charge systématiquement les femmes violées dans tous nos projets, c'est une question à part entière, mais en tout cas, c'est possible de le faire car désormais, on a non seulement un paquet de soins qui le permet, mais on a aussi des protocoles, des contenus de formation. Donc, les équipes il y a une culture de la prise en charge des violences sexuelles. Et cette culture de la prise en charge des violences sexuelles, elle est due à un groupe de personnes aussi qui ont, dans la ténacité et la pugnacité parfois face à des arguments de plein d'ordre, dont certains arguments un peu paternalistes qu'on retrouve quand même souvent sur le chemin des questions de prise en charge des femmes, qui ont donc permis d'avoir ces obstacles. Et je profite donc d'être là ce soir pour rendre hommage à une de ces personnes qui s'appelle Gaëlle Fedida, qui est une collègue MSF et qui est décédée cet été dans un accident et qui était chef de mission au Congo-Brazzaville en 99 et qui a beaucoup œuvré en fait pour faire en sorte de lever ces obstacles, notamment internes, à la prise en charge des violences sexuelles. Ceci étant dit, aujourd'hui, on en est où? Isabelle, tu as mentionné les chiffres, donc effectivement, en fait, il y a une augmentation spectaculaire de la prise en charge des femmes violées sur les terrains MSF. Tu as mentionné 40 000 femmes violées prises en charge en 2022 sur 80 pays. J'ai révisé les chiffres aussi. 80 pays et 900 projets. En 2017, on avait 462 projets et on prenait en charge 18 000 femmes violées. Donc effectivement, il y a aussi une progression et c'est bon signe de ce point de vue-là, en partie naturel, c'est-à-dire qui reflète aussi l'augmentation des activités générales de MSF. Mais ce qui est aussi intéressant de constater, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on travaille davantage dans les années à venir, c'est aussi que ces violences, ces soins qu'on fournit aux femmes violées, victimes d'exploitation sexuelle plus généralement, ils se concentrent quand même dans quelques pays. Donc on cite souvent, et j'y étais cet été, je l'ai constaté à nouveau, la République démocratique du Congo comme un pays où la prévalence des violences sexuelles est spectaculaire. Au mois de juillet, nos équipes ont pris 1500 femmes violées en charge dans les camps de Goma. Donc, ce sont des chiffres, en fait, c'est même plus exact. Enfin, on ne sait plus à quelle réalité ça se rapproche. Mais donc, on pourrait presque parler d'épidémie, en fait, de violences sexuelles.
Donc, il y a des pays comme la République démocratique du Congo, il y a dans le top, si j'ose dire, 5 ou 6 des pays où il y a beaucoup de violences sexuelles, on retrouve donc des pays en guerre, mais on retrouve aussi des pays en paix. Le Kenya, par exemple, c'est un projet où le nombre de femmes victimes de violences sexuelles qu'on prend en charge est extrêmement élevé, et aussi, pareil que je soulignais, un nombre important d'enfants. Donc ça, c'est vrai que la question des violences sexuelles à l'intérieur de la cellule familiale, enfin les cas d'inceste, en fait, l'inceste élargi, si j'ose dire, je ne sais pas si c'est un concept qui existe, mais inceste élargi au voisinage, oui, ça doit pas exister, mon concept, sont aussi extrêmement très mal en Kenya. Et c'est intéressant de prendre ça en compte parce que ça reflète et ça révèle une réalité qui, à mon sens, doit nous guider pour la suite. C'est-à-dire que finalement, pendant longtemps, et encore assez récemment, l'idée que les violences sexuelles et les viols étaient réservés à des moments de conflit, enfin à des conflits, c'était... nous mettait un peu des œillères. D'abord, d'ailleurs, on l'a vu au Congo-Brazzaville, alors que le projet prenait forme, alors qu'on était en train d'y apprendre beaucoup de choses, et bien on a finalement décidé que il fallait quitter le Congo-Brazzaville et qu'il fallait fermer le projet violence sexuelle. Alors évidemment, les violences sexuelles perdurent après le conflit, comme le montrent les chiffres qu'on a devant les yeux. Et c'est important de prendre en compte cette réalité-là, parce que finalement, ça montre bien que, bien sûr, dans les moments de conflit, l'ampleur et la violence associée aux violences sexuelles est très particulière. Hein. On l'a vu à certains moments de la guerre en République démocratique du Congo. On l'a vu en 2017, au moment où les Rohingyas ont été poursuivis, chassés, massacrés en quittant, enfin, pendant leur exode du Myanmar au Bangladesh. Et on avait fait une enquête à l'époque qui avait montré aussi la prévalence, en fait, des violences sexuelles commises. Mais finalement, on s'aperçoit, et ça, moi, il me semble aussi que c'est intéressant, on parlait de prise de conscience, mais d'avoir bien en tête que, par rapport à cette prise de conscience-là, que finalement, des mouvements sociétaux, comme le mouvement MeToo, favorisent aussi un petit peu le mouvement MeToo dans son ensemble. Hein. C'est vrai que c'est un peu trop générique comme terme, mais je veux dire, cette parole qui se libère un peu dans le monde entier, dans plein de domaines, dans plein d'endroits, montre que les violences sexuelles, les différences d'un contexte à l'autre, ce sont des différences de degré et pas des différences de nature. Et ça, c'est vraiment hyper important, parce que ça veut dire, et même si c'est un triste constat, que les violences sexuelles n'apparaissent pas ici et pas ailleurs, elles apparaissent partout, elles sont prévalentes partout où les circonstances le favorisent. Et ça veut dire que pour nous, travailler sur les circonstances en tant qu'acteurs humanitaires, c'est possible. Alors évidemment, on n'a pas la prétention d'éradiquer les violences sexuelles, mais quand je dis travail, les circonstances le favorisent, c'est qu'en République démocratique du Congo, l'extrême dénuement des femmes, l'extrême dénuement socio-économique des femmes, les rend vulnérables au chantage sexuel, en allant chercher le bois de chauffe dans la forêt, en allant chercher leur ration alimentaire. Elles sont au proie, en fait, d'une culture de la prédation qui est quand même très prévalente en République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand on est un acteur humanitaire et qu'on travaille dans des camps, eh bien, militer, pouvoir le faire nous-mêmes d'ailleurs, pour qu'il y ait des distributions alimentaires, pour qu'il y ait des distributions de cash, pour que les femmes, que cette vulnérabilité socio-économique, elle soit réduite. Ça, c'est quelque chose qui est quand même à notre portée. Voilà, donc travailler sur les circonstances, ça nous impose aussi autre chose. C'est que si on considère que les violences sexuelles ne sont pas des domaines réservés à des moments, il faut aussi qu'on accepte de nous regarder nous-mêmes en face et de nous dire que si c'est l'asymétrie aussi de la relation entre quelqu'un qui a du pouvoir et une femme qui ouvre la possibilité de violence sexuelle, eh bien il faut qu'on continue, puisque ça c'est pas nouveau, ça fait des années qu'on le fait, mais qu'on continue à faire en sorte que nous-mêmes, les acteurs humanitaires, les travailleurs humanitaires sur le terrain,
ne soient pas des prédateurs sexuels, que dans la façon dont on construit nos projets, dans la façon dont on recrute nos équipes, dans la façon dont on est vigilant à ces problèmes d'abus, que nous-mêmes, on prenne notre part de responsabilité, en fait. Le dernier petit élément que je veux ajouter, c'est que quand on regarde les pays sur lesquels il y a beaucoup de violences sexuelles, il y a quand même des trous dans le tableau, et c'est quand même tous les pays du Moyen-Orient. Tu parlais aussi, alors les pays du Moyen-Orient, tu parlais aussi de l'Afghanistan, et le Pakistan, dans lesquels on a eu de gros projets de maternité. La question des violences sexuelles, elle apparaît pas, ça reste encore largement tabou, c'est compliqué d'en parler. Alors, on sait que ça existe. Et là, il me semble, et je finirai juste là-dessus, pour en revenir sur la question de la prise de conscience de comment on se met en face d'une réalité quand cette réalité-là, elle ne nous apparaît pas d'elle-même parce que en République démocratique du Congo ou au Congo-Brazzaville, la violence sexuelle n'était pas un sujet tabou, elle n'est ailleurs. Eh bien, il faut qu'on développe nos antennes. Et nos antennes, il y en a quelques-unes dans la salle, nos antennes, c'est par exemple les sages-femmes. Les sages-femmes sur nos projets, mais aussi les assistants psychosociaux, enfin toutes ces personnalités que tu cares, en fait, ces gens qui sont en interaction, ces femmes qui sont en interaction, parce que c'est vraiment comme ça aussi qu'on va pouvoir recueillir la parole des femmes sur des sujets aussi sensibles, que ces femmes-là dans nos projets, elles soient elles-mêmes valorisées, écoutées, que ce soit des fonctions reconnues, et puis qu'on fasse quelque chose de l'interaction qu'elles ont avec les femmes sur le terrain et évidemment de la parole des femmes. Merci Claire. Alors, ce que je voulais absolument que tu montres, c'était la question des circonstances qui, moi, m'avait beaucoup marqué. Comment est-ce qu'on peut aider à comprendre les circonstances des femmes quand elles sont victimes de violences sexuelles? Comment est-ce qu'on peut faire remonter la parole et comment est-ce qu'on peut écouter finalement et créer de l'écoute? Alors je ne sais pas comment vraiment faire ma transition vers Marion, mais est-ce que tu peux nous raconter comment ce projet au Malawi, où tu étais pendant 3 ans, s'est construit, mais surtout ce que je trouvais intéressant, c'est que tu peux aussi nous dire que pour toi, c'était ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que vous vous êtes vraiment intéressé à un parcours de soins. Enfin, on parle de prise en charge globale et pas s'intéresser simplement à une maladie, mais vraiment un parcours de soins de façon plus globale. Est-ce que tu peux nous raconter la spécificité de ce projet? Oui, bonsoir à tous. En effet, je dirais que la MSF n'est pas arrivée à construire un projet de prévention et de traitement des cancers du col de l'utérus au Malawi par la porte d'entrée de la santé des femmes, en se disant on va s'occuper de ce problème qui concerne spécifiquement les femmes au Malawi, mais plus au départ par l'analyse de la situation épidémiologique, même très macro, en Afrique, en constatant que l'Afrique avait commencé cette transition épidémiologique, à savoir que la proportion de maladies non transmissibles augmentait, dont par exemple les cancers, et que en regard avec ce qu'on voyait en constatant en Europe par exemple, ou dans d'autres pays, dans d'autres continents plus riches, la létalité générale était, en lien avec les cancers, était plus de 2 fois plus importante qu'en Europe. C'est-à-dire que la probabilité de mourir d'un cancer en Afrique, donc toute population, tout cancer confondu, est environ de 14% en Europe, quand elle est de 33% sur le continent africain. Donc ça, c'est très macro. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a plus d'un quart des cancers recensés en Afrique sont des cancers spécifiquement de la femme, donc cancer du sein et cancer du col de l'utérus. Ça représente plus d'un quart de tous les cancers en Afrique. Donc ce n'est pas complètement un hasard si on a atterri sur le fait de travailler sur ce sujet du cancer du col au Malawi. Après, si on zoome un peu plus sur le Malawi, ça travaille au Malawi depuis les années 80 et en réponse à l'épidémie de sida depuis les années 90, en particulier, et 20 ans plus tard, après, oui, c'est à peu près 20 ans après avoir commencé
à travailler sur l'accès au traitement contre le VIH, les thérapies, les modèles de soins décentralisés. Voilà, oui, on s'aperçoit que l'incidence d'une autre maladie, c'est le cancer du col, dans un pays comme le Malawi, est l'une des plus fortes du monde, avec 60. Sans doute en lien avec l'épidémie de VIH, puisque le cancer du col est un cancer induit par une contamination au papillomavirus, le HPV. Et que les femmes qui développent des lésions cancéreuses après une contamination par le papillomavirus, on peut imaginer, alors c'est des hypothèses médicales, c'est là où la science en est aujourd'hui, sans en être sûr, mais a priori, on pense que les personnes immunodéprimées, comme c'est qu'il y a des personnes contaminées par le VIH, ont plus de probabilité de développer des cellules cancéreuses après contamination au HPV. Ce qui explique du coup cette prévalence des cancers du col au Malawi. Donc en 2018, MSF se lance donc dans un projet de prévention, qui va de la prévention aux soins palliatifs des cancers du col de l'utérus. Donc un projet dès le départ conçu comme assez complet dans le parcours de soins. Clara parlait tout à l'heure du projet de la Fondation qui vise à rendre plus sensibles les tests de dépistage au cancer du col prodigués au Malawi, entre autres, mais dans pas mal de pays à ressources limitées, qui sont en fait des tests visuellement insensibles que le test HPV aujourd'hui pratiqué en France. Voilà, donc dès le départ, dans la conception du projet, il y avait l'idée qu'il faut améliorer le dépistage, la prévention avec la vaccination, mais le dépistage à des stades le plus précoces possible de cancer ou de pré-cancer, en généralisant, en essayant de pousser la généralisation du dépistage, mais aussi en essayant de travailler des techniques qui augmentent la sensibilité du test de dépistage. Donc c'était inclus depuis le départ dans ce projet-là, mais il y avait aussi, et je vais peut-être plus détailler cette partie-là, parce que tu as parlé un peu de AI for CC et du dépistage, il y avait aussi dès le départ l'idée de proposer une approche globale du soin, donc des traitements aux patientes confirmées, à qui on diagnostiqué un cancer du col de l'utérus, avec une offre de soins qui proposait donc non seulement de traiter les tumeurs, la douleur, donc l'aspect dur de la médecine, mais aussi qui proposait un soutien psychologique, une éducation thérapeutique, pour dire notre jargon, à savoir d'expliquer aux patientes concrètement qu'est-ce que est le cancer du col, qu'est-ce qui va leur arriver, à la fois du point de vue de la maladie, mais du point de vue du parcours de soins, de ce qu'on peut leur proposer, et d'en faire des partenaires dans ce parcours de soins, de leur proposer des espaces pour partager leur expérience de patiente entre patients, donc des groupes de parole entre patients. Donc je dirais que tout ça a été conçu dès le début du projet, ce qui est assez... ce qui n'est pas toujours le cas, on va dire, dans nos projets, et ce qui est sans doute dû à l'héritage du traitement des cancers dans d'autres pays, en fait, desquels on s'est inspiré quand on a monté ce projet de départ au Malawi. Et oui, dans la conception de départ aussi, que j'allais oublier de mentionner, qui est très importante, il y avait cette idée du parcours individualisé de chaque patiente. Je suis vraiment dans la partie traitement, que ce soit traitement curatif ou traitement de soins palliatifs. C'est un projet qui était conçu pour que chaque patiente soit notamment discutée dans des réunions de concertation pluridisciplinaires qui réunissent le chirurgien, l'anesthésiste, le médecin en soins palliatifs, les infirmières, les psys, toute l'équipe de soins du projet qui sont en fait autour des patientes pour discuter chaque patiente avant de lui proposer un parcours de soins donc individualisé. Donc ce sont des réunions dans lesquelles on parle patiente par patiente à plusieurs médecins de la situation individuelle des gens, y compris leur situation sociale, le nombre d'enfants qu'elles ont, et on va prendre en fait tout ça en compte pour leur faire une proposition de parcours individualisé.
Donc, dès le départ, et c'est ce que tu disais, Delphine, dès le départ, ce projet était conçu avec l'idée qu'on allait s'intéresser, tout du moins dans la partie vraiment traitement, à chaque patiente. Et donc, il se trouve que ce sont toutes des femmes, puisqu'on parle d'un cancer du col de l'utérus. Et en démarrant le projet, on est tombé finalement sur des besoins qui n'étaient pas forcément anticipés au départ, ou théorisés, ou conçus, ou écrits dans la proposition de projet. Des besoins assez spécifiques aux femmes, hein, sans surprise. Comme, bon, alors, premièrement, on est tombé évidemment sur le fait que de diagnostiquer un cancer du col de l'utérus était assez stigmatisant pour une femme au Malawi, dans la mesure où on ne peut plus avoir d'enfants, soit parce qu'on est à un stade de cancer trop avancé, soit parce qu'on va vous proposer un traitement qui consiste en une chirurgie qui enlève l'utérus. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça quand on s'aperçoit que les femmes elles-mêmes, quand on leur explique, déjà quand on leur fait l'annonce du diagnostic, quand on leur explique ensuite ce que va impliquer le traitement, si on peut leur proposer, si elles arrivent à un stade suffisamment précoce, qu'est-ce qu'elles font de cette information-là? Est-ce qu'elles vont venir se faire soigner, ou est-ce qu'elles vont avoir l'autorisation de leur mari pour venir se faire soigner, ou est-ce qu'elles vont reculer devant ça du fait de la stigmatisation Donc ça, alors il n'y a pas de généralisation, mais il y a effectivement des cas. On a eu des cas de patientes qui ne sont pas revenues pour le traitement, soit pour des raisons, soit parce que leur mari ne leur autorisait pas. J'en ferai pas une généralisation, mais j'essaie de vous raconter de manière très concrète certains obstacles que les équipes ont rencontrés au fur et à mesure, et face auxquels elles ont ensuite eu des idées et développé de nouvelles activités. Donc ça, c'en était une. On s'est aperçu aussi, après à peu près 2 ans d'activité, un an et demi d'activité, que 50% des femmes à qui on diagnostiquait un cancer du col étaient abandonnées par leur mari suite à l'annonce du diagnostic. Alors, ça paraît choquant. Il semblerait que dans les pays riches, il y ait aussi un fort pourcentage. Donc, bon, je ne suis pas là pour parler des autres pays, mais en tout cas, dans l'expérience des équipes avec lesquelles j'ai travaillé au Malawi, ça a été quand même quelque chose d'assez marquant. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire concrètement, outre évidemment le choc psychologique, le suraccident, j'ai envie de dire. On vous annonce que vous avez un cancer avec déjà des chances de survie assez faibles. Ensuite, le fait que vous êtes abandonné par votre mari. Donc il y a un choc affectif, et à cela se rajoute le choc économique, parce que ça veut aussi dire, donc c'est des maris qui s'en vont en laissant les enfants en général, ça veut aussi dire que au moins la moitié des revenus du foyer disparaissent du jour au lendemain, à un moment où justement les femmes vont se retrouver elles-mêmes en difficulté pour travailler, soit parce qu'elles sont à un stade trop avancé de leur maladie, elles ont des symptômes invalidants et elles ne peuvent plus travailler de ce fait, soit même si elles arrivent à des stades précoces, et donc ça c'est vraiment c'est le plus triste, c'est pas vraiment le plus triste, mais c'est aussi assez marquant. Si elles arrivent à des stades précoces et qu'on leur propose un traitement qu'on pense qu'on peut les guérir, ou en tout cas les faire passer en rémission, on leur propose un traitement très lourd. La chimiothérapie est un traitement qui a pour certaines patientes de gros effets secondaires, et qui va les invalider, les empêcher de travailler, d'avoir des travaux physiques, notamment au Malawi. Il y a quand même une forte proportion de personnes qui travaillent dehors, dans les champs, ou qui marchent beaucoup, etc. Donc voilà, donc le traitement même qu'on va proposer à des femmes qui arrivent à des stades précoces, qui n'ont a priori pas de symptômes, donc qui ne sont pas malades, va potentiellement les invalider pendant, on va dire, les 6 à 9 mois en fonction des stades, pendant la durée de la chimiothérapie. Ensuite, on leur propose une chirurgie. Derrière, il faut se remettre de cette chirurgie physiquement, et donc elles vont pas pouvoir travailler pendant cette période-là. Donc ça, la première année du projet, on s'est aperçu que ça a créé un stress supplémentaire très très lourd pour ces patientes, de se dire comment je vais nourrir mes enfants pendant cette période où en plus je vais devoir venir régulièrement à l'hôpital,
ce qui est un coût supplémentaire. Alors, on remboursait le transport aux patientes pour qu'elles viennent à l'hôpital, mais tout ça était dans une logique, de notre point de vue, très centrée sur l'organisation médicale qui veut que son projet ait des bons résultats. Donc, on leur rembourse le transport pour qu'elles viennent se faire soigner, mais on n'était pas du tout sur leur trouver des solutions pour nourrir leurs enfants, sans parler du fait que si elles-mêmes ne pouvaient pas se nourrir correctement pendant une chimiothérapie, enfin voilà, je ne sais pas si ça se dit, mais on dépotentialise le traitement en plus. Donc les équipes, face à cette série de constats, et notamment, je pense, grâce au fait que ce projet était déjà très tourné vers le parcours individualisé de chaque patiente, c'est-à-dire que ce genre de retour est remonté très vite au sein des équipes, a été discuté assez vite au sein des équipes. Les équipes ont proposé des activités supplémentaires. Donc, par exemple, je vous parlais tout à l'heure des groupes de parole qui faisaient partie du projet, à l'écriture du projet, j'ai envie de dire, entre les patientes elles-mêmes. Assez vite, on a proposé des groupes de partage d'expérience et de parole entre les accompagnants, les accompagnantes. Et après, on est même passé à des groupes entre maris. C'est-à-dire qu'on avait des maris qui avaient l'expérience, une expérience positive d'accompagner leurs femmes, qui étaient, on va dire, à un stade un peu plus avancé de l'accompagnement de leur femme dans la maladie, qui partageaient leur expérience avec des maris à qui on venait d'annoncer que leur femme avait un cancer du col, pour leur dire voilà ce qui va se passer, voilà en quoi ton support est en fait fondamental, voilà l'espoir, le type d'espoir quand même qui existe dans les soins proposés, etc. Donc ces groupes-là se sont mis en place. Après, j'ai envie de dire, la première génération de patientes qui ont traversé un parcours de soins et qui sont arrivées en rémission, on a aussi embauché, donc recruté des patientes que l'équipe appelait pairs ou patientes expertes, enfin ça dépend dans quel... mais ça s'apparente, c'est ça, donc c'est des anciennes patientes, des patientes en rémission qui en fait travaillent avec les équipes de soins, qui sont présentes dans les salles d'attente et qui sont là en permanence pour répondre aux questions, raconter leur propre expérience, rassurer les autres patientes, expliquer dans leur propre aussi, avec des termes parfois moins techniques que ce que ne font nos équipes médicales, ce qui allait se passer, etc. Donc ça a été aussi un développement du projet qui s'est adapté face aux problèmes rencontrés. Je vous parlais du problème sociales en fait qui accompagnaient le cancer. On aurait pu y penser aussi en amont de manière plus avancée, puisque quand on regarde en France par exemple, il y a un accompagnement social qui est proposé, là en l'occurrence par la sécurité sociale, par l'État, aux personnes qui ont des maladies invalidantes pendant des périodes prolongées. Bon, on n'y avait pas pensé spontanément, mais ce qu'on a mis en place face à ce constat que finalement ces patientes-là avaient une perte de revenus du jour au lendemain et assez drastique, mais pour une période assez courte ou en tout cas définie, c'est-à-dire que sous 9 à 12 mois, elles sont en rémission ou elles sont décédées pour les patientes qui arrivent à des stades tardifs, les patientes en soins palliatifs. Et donc pendant cette période, on a décidé de les mettre finalement sous de leur proposer l'équivalent d'un salaire minimum en fait, une aide sociale en argent qui leur est versée par le biais de téléphone portable. Bon, ça c'est des détails, mais tous les mois, pendant 12 mois, en leur expliquant que ça allait être le cas pour déjà enlever le stress économique et puis leur permettre vraiment de traverser cette période difficile. On va parler un peu plus en détail de la kinésithérapie périnéale, mais donc ça aussi, c'est quelque chose qui est apparu au fur et à mesure de l'élaboration du projet, c'est-à-dire ce besoin de proposer aux patientes de la kiné périnéale, enfin gynécologique, je ne sais pas comment on dit, pour les patientes en soins palliatifs comme pour les patientes post-chirurgie, après leur chirurgie.
Donc voilà, c'est tout un tas d'exemples. Alors, on peut s'améliorer. Par exemple, moi, je suis rentrée en juin, mais une question qui était discutée, c'était le soutien psychologique après la chirurgie, une fois qu'on a enlevé l'utérus aux femmes. Alors, elles sont en rémission. Donc, nous, de notre perspective d'organisation médicale, on se disait, bah, c'est bon, c'est gagné, quoi. Là, ça fait partie des patientes qu'on a sauvées, entre guillemets. Le travail est fini. Alors, je caricature un peu parce que nous, on est quand même dans un parcours où on revoit les patientes après la chirurgie, ensuite tous les ans, pendant 5 ans, puis tous les 5 ans. Et en fait, elles restent dans la cohorte à vie, telle que c'est défini aujourd'hui. Donc, mais on n'était pas allé jusqu'à se dire le soutien psychologique, c'est pas juste à l'annonce du diagnostic au début. En fait, on s'est aperçu qu'en post-chirurgical, il fallait aussi qu'on développe l'activité. Voilà. Donc ça, c'est des choses en cours. Moi, je vous donne des exemples. Et vraiment, l'idée, c'était d'illustrer, mais je m'arrête là et il y aura peut-être des questions après. Merci beaucoup, Marion. Oui, en effet, c'est intéressant les applaudissements. Toute cette continuité de soins, en fait. Donc, je vous présente Elisabeth Braga, qui nous parlera en anglais. Donc, pour les non-anglophones, nous aurons Elisabeth également Pochet, qui est la vice-présidente de la Fondation, qui va nous gracieusement traduire pour nous ce soir. Elle nous aide. Tu reviens du Nigeria, où tu étais plusieurs semaines et où tu t'es occupé en particulier des fistules. Tu vas nous raconter comment cette prise en charge a lieu là-bas. Qu'est-ce que c'est d'abord? Quel est l'impact sur la vie de ces femmes, souvent très jeunes femmes? Bonsoir tout le monde. Well, to bring us to a bit of a different rhythm, we're going to speak in English now, as you were just informed about. Donc, on va parler en français et moi, je vais faire mon mieux de traduire. Donc, excusez-moi s'il y a des erreurs, mais je ferai mon mieux. Voilà. And so I'm probably going to take you into a little bit of a journey to the northern Nigerian territory where I was at for the period of 2 weeks only. Cette histoire commence dans le nord du Nigeria où Elisabeth était pendant 15 jours. And the purpose of my visit there was actually to run an assessment to understand what was going on in terms of rehabilitation activities, physical rehabilitation activities, in a project that was already 15 years old. Elisabeth est partie dans cet hôpital au nord du Nigeria pour évaluer l'opération en place depuis 15 ans pour la réhabilitation des femmes. And just to give you a little bit of a context, we're talking about Jahun, which is a small town, part of a bigger state. It's called the Jigawa State. L'hôpital se situe dans une petite ville qui s'appelle Jahun, dans le État de Jigawa. And where the population is predominantly Muslim, and where the level of literacy of the women is really low, if existent at all. La population est surtout musulmane et les femmes sont pour la plupart illettrées. And so we're talking about a population, a culture where early marriage is a reality. Il est le cas que les femmes se marient très tôt. And so women start getting pregnant also quite early in their lives and also delivering babies before the age of 17, of 16 years old. En conséquence, les femmes se tombent enceintes assez jeunes, souvent à partir de 16 ou 17 ans. And this leads us to one of the reasons why actually MSF established a project there. It's because one of the resulting conditions is that women in that particular area of Nigeria tend to have a lot of obstructed labors, and also as a consequence of the obstructed labors, the occurrence of obstetric fistulas. À cause de ces grossesses précoces, MSF a décidé de créer ce projet pour aider avec le grand nombre des accouchements obstrués. Et ces accouchements, ces travaux difficiles mènent à des fistules obstétriques.
So just to make it a bit clearer, it's not only because they're young and get pregnant young that, of course, the labor gets obstructed and difficult. It may be one of the reasons because their body is not fully developed yet, but it's mainly because we're talking about a remote area and where also due to the illiteracy situation, women tend not to seek healthcare immediately when they get into labor. So they go into traditional practices or eventually try to have their babies at home before seeking for help at the hospital. Autre facteur qui cause des problèmes pour ces jeunes femmes, c'est le fait qu'elles sont souvent illettrées, elles ne cherchent pas les soins prénataux, elles sont dans des régions éloignées. So they don't, once they are in labor, they don't seek for medical help immediately. They try to have their babies at home or they go for traditional practices beforehand. Et donc, quand l'accouchement commence, elles n'ont pas accès ou elles ne cherchent pas des soins, ou bien elles cherchent des soins locaux ou des soins non médicalisés, des soins traditionnels. Traditionnels. So what is prevalent in this area in Nigeria is a condition called obstetric fistula, which is an abnormal communication frequently occurring between the bladder and the vagina. Donc, dans cette région, ce qu'on trouve souvent, le cas qu'on trouve souvent, c'est le fistule obstétrique, qui est une ouverture en fait entre la vessie et le vagin. Exactly, and this is pretty residual in the West world and even in other areas in Nigeria. So it's particularly prevalent in this northern area of the country. Donc, ce cas des fistules se trouve très souvent dans cette région particulière de l'Algérie du Nord. C'est moins commun ailleurs. Exactly. And so, unfortunately, the treatment relies often on surgery, especially if these openings are quite big. They don't have the capacity to heal without surgery. Pour remédier ces fistules, il faut le plus souvent une intervention chirurgicale parce que les fistules sont trop importantes pour se guérir tout seul. And you may ask, so why is physiotherapy or rehabilitation important here? Donc on peut se demander pourquoi la physiothérapie ou la réhabilitation peut être importante dans ces cas. Yeah. So we're talking about pregnant women that eventually are not pregnant for the first time, that went through the labor process and that are now dealing with a condition called obstetric fistula. Donc c'est une conséquence après l'accouchement où ces jeunes femmes, c'est souvent leur première grossesse, qui doivent, elles se trouvent face à ce problème de cette fistule. So we're talking about a combination of factors that led into a physical condition that is for sure deconditioned and needing physical rehabilitation. Donc c'est une concurrence de facteurs qui demande une réhabilitation par physiothérapie. And then very specifically to be part of this pathway of care that an obstetric fistula demands, physiotherapy will act directly over the pelvic floor, which is a family of muscles that also need to be re-educated and rehabilitated. Donc, la physiothérapie va travailler avec le plancher pelvien pour rééduquer tous ces muscles qui font partie du plancher pelvien. Voilà. And so, will this muscle training be able to, or will this close the fistula? Will this close this abnormal communication? No, it will not close it. Donc, est-ce que la physiothérapie peut toute seule guérir le fistule, guérir cette ouverture entre la vessie et le vagin? It's a no. Et no. It's a no. Yeah. And unfortunately, we would love to. But what the big role of physiotherapy here is pre-op, so before the surgery, to create the best conditions possible in terms of blood supply, vitality of the tissues, in order to enhance the surgical outcomes. Donc, l'objectif de la physiothérapie, c'est de
améliorer la santé de la femme pour qu'elle est mieux à même à subir l'intervention chirurgicale. Donc, il y aura plus d'oxygène dans le sang et une meilleure tonicité musculaire. Exactly. And of course, we think about very specifically this pelvic floor conditions, but we cannot forget that we're talking about a person with full body dimension and other dimensions as well. But when we think about rehabilitating a woman, we don't close ourselves into the pelvic floor. So we always look into the total of the needs that are there. So if there are any other associated conditions that can lead to weakness of the lower limbs or any other condition of the spine, which is very frequently, we can find also low back pain, we will also, of course, attend those conditions. Donc, on s'occupe aussi, on offre des soins holistiques. Donc, c'est pas uniquement le plancher pelvien qui est soigné, mais on regarde aussi c'est des problèmes lombaires, aussi des problèmes d'insuffisance dans les membres inférieurs, afin de traiter la personne dans son entièreté et pas uniquement le plancher pelvien. Elisabeth, excuse-moi, comme on n'a plus que 5 minutes, 4, peut-être 5 minutes, excuse-nous de raccourcir vraiment ton intervention passionnante, mais est-ce que tu veux conclure là-dessus? Est-ce que tu as quelque chose peut-être à dire sur l'impact sur leur vie en 1 minute? Well, so the direct impact that this condition has in this woman's life is that they leak urine or eventually bowel content through the vagina all the time till this abnormal connection is actually closed surgically. La conséquence directe de ces fistules, c'est que ces femmes ont des problèmes de fuite urinaire en continu entre la vessie et le vagin, ou bien, au pire, parfois c'est les selles qui sont toujours en fuite directe. And of course, it's very dramatic, personally speaking, but also at any level of these women's lives. So in terms of it causes family disruption. Also, usually the husband abandons the woman till eventually she is recovered. Donc, il y a des conséquences significatives pour les femmes dans le contexte familial. Elle est souvent abandonnée par le mari jusqu'à ce que le problème de la fuite soit réparé. And so we, in this project where that MSF is running, we have the opportunity of having these women there available for a proper set of pack of care for the minimum period of 30 days, which is really a big advantage. Dans ce projet en particulier, MSF a la possibilité de garder les femmes pendant au minimum 35 jours. Pour préparer les soins. Exactly. And so this is a great window of opportunity to offer a proper holistic approach. And what we don't have in place yet are physiotherapy activities. There's a draft of physical rehabilitation that is ongoing. Donc, pendant cette période d'hospitalisation, c'est une super fenêtre dans laquelle on peut prodiguer ces soins, sauf que pour le moment, il n'y a pas vraiment les personnes nécessaires, les physiothérapeutes qui peuvent offrir ces soins. So we are not offering individualized assessment, neither intervention in terms of rehabilitation for the moment. Pour l'instant, il n'y a pas encore des soins individuels. Mm-hmm. But we are projecting those activities to start next year. Yeah. Merci beaucoup. Okay. Merci infiniment à vous toutes. Est-ce qu'on peut déborder? Peut-on déborder? Telle est la question. Moi, j'en avais une. Alors si tu as une question, vas-y. C'est Clara qui va prendre en charge votre question. Non, juste une. Pour Elisabeth, bah oui. Bah oui. En fait, je voulais dire... On a des ambitions avec la fondation, avec la discussion avec le département médical. On se dit, on n'a qu'à amener la rééducation là et de faire de la rééducation périnéale, qu'elle soit très spécifique, dans laquelle tu racontes qu'il faut vraiment une approche individualisée de chaque patiente. Et d'un autre côté, on a une narration d'un hôpital qui déborde de femmes qui accouchent dans des
dans des états d'urgence vitale. Et donc, est-ce que c'est pas un peu antinomique, ou est-ce qu'on n'est pas en train un peu de se raconter une histoire quand on se dit qu'on va faire de la rééducation individualisée alors qu'on a une maternité qui déborde et des femmes qui arrivent dans des états vraiment d'urgence? Pour revenir à la discussion d'introduction sur la compétition des urgences, qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce qu'on va y arriver? Well, I think we really must, and it's mainly because we do have those emergency services being offered in this project, but we also have the obstetric fistula program, which is not an emergency program at all. Nous devons réussir. Il y a aujourd'hui des soins d'urgence qui sont offerts, mais aussi dans cet hôpital, il y a des soins pour les fistules obstétriques. And so, as I told before, so we have this, big window of time of the minimum of 30 days where we must really become more holistic in the kind of approach that we offer to these ladies recovering from this life-changing event. Donc nous devons offrir des soins plus holistiques dans cette fenêtre de 30 jours quand les femmes sont à l'hôpital afin de les aider à se guérir de ce problème traumatique. And also coming into the emergency services that we are delivering there is also a small window of opportunity, but there's also an opportunity for the physiotherapist to step in and to provide care in the ICU for the severely ill patients, mainly women that suffered neurological events during, well, unfortunately, the conditions that came out of complicated labors. Il est également possible d'offrir des soins physiothérapeutiques dans les soins intensifs pour les femmes qui ont eu, par exemple, des problèmes neurologiques pendant l'accouchement. And in the maternity, thinking about offering a pack of care, at least to rehabilitate every woman that undergoes a cesarean section, so which is a major abdominal surgery, and that ideally women would not get out of the hospital without at least having proper health education on how to move after a surgery like that. So we tend to discharge them 2 days after the surgery, and they go home thinking that they just can move normally, and that is definitely not the case. So yeah, so there is a lot of place for us to place a physiotherapist that could, just literally, without changing the activities at all, we can just literally give a big contribution to what is going on there. Il y a plein de possibilités pour les physiothérapeutes. Par exemple, après les césariennes, les physiothérapeutes peuvent aider ces femmes à comprendre, à apprendre les mouvements qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire, surtout dans les premiers jours suivant l'intervention. And this, of course, is a question that we don't even pose in the West, and that we tend to think about, is this really relevant in a context like Jahun, where women are so used to endure, so many difficulties, challenges, and not having ownership over their own body. They don't make decisions over their own health. This is, it's on the husband or on the father or on the brother to be done. Dans l'Ouest, on ne se pose pas souvent ces questions. Dans un environnement comme Jahun, où la femme n'a pas l'agence sur son corps, où les décisions sont faites souvent par son mari, il reste quand même la question de le bien-être. Si c'est pertinent d'offrir ces soins. And I really believe that we shall zoom out and we shall understand that still we're talking about humans that happen to be women, and that when we think about person-centered care, we really have to consider all the set of relevant health activities that will help these women to arrive to the best outcome possible in terms of health results. Mais c'est des êtres vivants qui ont la qualité supplémentaire d'être des femmes. Et il est pertinent et essentiel d'offrir des soins d'une façon holistique. Je crois que c'est une bonne conclusion, avec une petite traduction. Elisabeth, merveilleuse. Merci beaucoup à tous pour votre présence.
Et toutes les intervenantes seront présentes pour répondre à vos questions au cocktail.